Les ruines d'Aboumina, qui constituent le site archéologique le plus important au niveau des sites religieux, qui se trouve à Alexandrie, un site qui est passé par plusieurs phases et récemment, il est considéré ou il fait partie du patrimoine humain. C'est un site qui a été exposé au danger à cause de la montée des surfaces de la Terre, mais finalement, il sera très certainement conservé grâce aux efforts de l'UNESCO et puisque tout le monde est conscient de l'importance de ce complexe monastique. Pour nous donner plus d'éclaircissements et nous inviter à faire ce tour, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Maged Gobran, qui est guide touristique. M. Maged Gobran, bonjour et bienvenue avec nous. Alors, bonjour, merci de vous joindre à nous sur Night TV International. En parlant de ce complexe important, quelle est sa place au sein de l'échiquier des monuments religieux sur le plan international? Quelle place occupe-t-il? Dans la tradition de la nation d'Aboumina, sans doute le monument religieux le plus important de la région d'Alexandrie. Avec d'autres sites, On a, je pense, des problèmes de réception dans l'appel. Alors, on va le retrouver, Maged Gobran, dans quelques instants, juste le temps de rétablir la ligne. Alors, on parle d'Alexandrie qui abrite justement des vestiges, touristiques d'une très très grande importance, allant bien sûr de l'époque ptolémaïque et avant, donc Alexandre le Grand, puis les Ptolémées, avant les Ptolémées, puis Alexandre le Grand, et puis la bibliothèque d'Alexandrie, via encore des complexes d'une grande importance sur le plan historique mondial. Quand je lui ai posé la question à Maged Gobran, la place qu'occupe ce complexe de pèlerinage, comme tu viens de dire, c'était finalement pour dire que c'est un grand site religieux sur le plan international, du tourisme justement international. Tu viens d'évoquer, Nawal, la bibliothèque d'Alexandrie. Justement, c'est l'occasion ou jamais de rappeler à nos téléspectateurs que la bibliothèque d'Alexandrie célèbre ces temps-ci la 20e année de sa résurrection, étant donné qu'il ne s'agit pas juste d'une bibliothèque, mais il s'agit d'un édifice grandiose, d'un centre de luminosité, étant donné qu'il y a des musées à l'intérieur, qu'il y a, outre évidemment le fait que ce soit une bibliothèque, il y a aussi des activités culturelles très importantes. Il y a aussi des jumelages qu'ils effectuent avec plusieurs instances culturelles, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Donc la bibliothèque d'Alexandrie est un phare de lumière, et cette bibliothèque a ressurgi, est passée par une période de renaissance il y a 20 ans. Alors, en parlant de l'importance de ce site, comme tu viens de mentionner tout à l'heure, il s'agit d'un site, ce qu'on appelle en jargon spécialisé, monastique. Donc, il y a tout un complexe d'édifices religieux abrités. Mais ce qui est quand même, qui est quand même très intéressant à savoir, c'est qu'il a été baptisé et construit sur justement des ruines importantes de Saint Ménas d'Alexandrie, qui est un martyr qui a vécu entre 285 et 316 après Jésus-Christ, qui était connu pour son mérite, son travail. Il était de l'époque romaine et bien entendu de sa luminosité, d'où l'eau miraculeuse qui a jailli de Saint Ménas d'Alexandrie. Chose qui est importante est que quand on voit le tourisme international, on voit la promotion par exemple de certains sites touristiques européens dire que si vous voulez avoir de la bénédiction et vous voulez voir même des miracles, allez à ce complexe. La bénédiction et les sites touristiques, je veux dire les sites religieux sont toujours entourés d'eau. Parce que ça me fait penser à Luxor, là où il y a le temple de Karnak, et à côté, il y a comme un tout petit lac
très petit lac artificiel, et c'est là où les prêtres ou les curés de l'époque ou les hommes de religion de l'époque faisaient leur ablution 3 fois par jour avant la prière. Alors donc là, justement, il y a l'eau de bénédiction, il faut parce qu'il y a un baptistère justement à côté, et pour faire le baptême, il faut absolument avoir de l'eau. Il faut dire que c'est une ville sainte, il ne s'agit pas seulement d'un complexe monastique, mais c'est une ville sainte, paléo-chrétienne, bâtie, comme l'a mentionné Nawal, sur la tombe du célèbre martyr Ménas. Nous avons retrouvé notre invité au bout du fil, M. Maged Gobran. Rebonjour. Monsieur Maged Gobran, êtes-vous en ligne? Alors, on va vous reposer la question cruciale qui est relative à l'importance de ce complexe religieux sur l'échiquier du tourisme international, sur le tourisme touristique, bien entendu. Il y a le ministère de l'Agriculture, et puis il y a le ministère blanc et rouge dans la région de Coa, dans la région de Ville, donc il y en avait, je parle de position de membres. Merci infiniment pour votre présence avec nous, et nous allons essayer de vous retrouver encore une fois. Donc c'est toujours un problème de réception aujourd'hui, mais vous avez sur l'écran les photos, justement les images de ce site. Peut-être qu'il fallait jeter la lumière davantage sur ce site, effectivement. C'est vrai que ça existe depuis des millénaires, mais il faut dire qu'on n'en parlait pas tellement, mais il faut comprendre que c'est tout un complexe. On parle de ruines, mais moi personnellement, quand je parle de vestiges ou de monuments, j'aime pas dire des ruines, mais tout est tellement précieux. Et ruine serait peut-être un terme négatif, même en ayant recours à ce terme, même si les spécialistes recourent à ce terme. Mais il faut dire que c'est un terme, c'est un site extraordinaire à découvrir. En tous les cas, cette question de ruine, elle peut exister, Maha, mais dans le cadre où, par exemple, les nappes phréatiques sont les cours d'eau souterraines, commencent à peut-être à démolir, je veux dire, un site. Et là, peut-être, elle peut le réduire en cendres et en ruines. C'est vrai, mais pour le moment, il y a pas mal de pierres, il y a pas mal de vestiges. Non, il a été sauvé par, je veux dire, les travaux, que ce soit les travaux bien faits. Même si ça a été réduit par terre, le fait d'imaginer que là, il y avait les pieds de personnes, il y a des millénaires qui existaient ici, qui ont vécu ici, qui avaient une vie, des rêves, un espoir, un avenir. Ils ont fait un effort. Vraiment, c'est très touchant. Et ça me fait penser aux générations futures. Dans 1000 ans, par exemple, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Ça, il faut y réfléchir. Ça, cette question justement, ça nous renvoie sur la question de sauvegarder et de la sauvegarde. Premièrement, il y a eu, bien sûr, en 1979, cette intégration au sein comme il a été catalogué comme étant patrimoine de l'UNESCO, et puis sauvé comme étant un site exceptionnel où il y avait quelques petits problèmes relatifs à l'écosystème. Mais ce qu'il y a, c'est que les gouvernements égyptiens ont fait qu'il y a eu donc une maintenance, et justement, aujourd'hui, le ministère, je pense, du Tourisme met sur l'échiquier international des zones qui sont d'une très grande portée, que ce soit religieuse, symbolique, mais aussi touristique.
C'est ça ce qui est peut-être, on parle de l'actuel de la situation aujourd'hui, qui est finalement Abou Mina est encore relancé sur le plan international comme étant une destination parfaite. Cette fois-ci, on a le côté romain, ptolémaïque, égyptien antique, mais alexandrin aussi. C'est ce qui fait la beauté du lieu. Il y a une chanson égyptienne qui dit Iskinderiya Mariya wa Trabha Za'faran. Il y a là une métaphore. Alexandrie, c'est comme une princesse, une jolie fille, et la poussière d'Alexandrie, c'est comme le safran. Donc, c'est tellement. Alexandrie a son charme. Alexandrie est une ville qui a un charisme exceptionnel. Il ne s'agit pas forcément de la mer qui existe partout, mais Alexandrie, c'est une jolie fille, une jolie. Sirène. Sirène, voilà, je cherchais le mot. Et à parler de la sauvegarde, du principe de la sauvegarde et des vestiges, ça me fait penser à un musée que j'ai visité dans une ville en Angleterre qui est Bath, qui est une ville très connue là-bas. Et justement, dans un des musées, il y avait juste comme un pavillon, là où ils ont conservé les boîtes et les bouteilles de boissons d'une des chaînes de sandwicherie. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'aujourd'hui, on jette ces boîtes en carton, mais dans des années, dans des centaines d'années, la génération qui viendra voudrait savoir qu'est-ce que ces gens-là mangeaient. Donc, on va leur garder ces bouteilles de boissons et ces boîtes en carton de sandwich. Alors, tu as parlé aussi d'une autre dimension importante, celle de sauvegarder le patrimoine et la culture pour les générations à venir. C'est totalement une nouvelle dimension sur laquelle se penche un pays qui est sur l'échiquier international en tant que puissance économique émergente, l'Égypte, top 10 des pays donc, où l'économie est émergente, mais aussi où la constitution, la construction de l'individu égyptien, on ne peut pas le dissocier, on ne peut pas dissocier l'Égyptien de tout son patrimoine millénaire, mais aussi en gardant aussi les efforts pour cette question de retransmission de ce patrimoine pour les générations futures. Je trouve que c'est quand même très charmant et très beau. Évidemment, évidemment, la simple pince aura une valeur dans plusieurs années. De toutes les manières, il nous reste à vous remercier pour votre attention, pour votre fidélité, et nous allons vous donner rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, mais demain, vous serez en compagnie de notre équipe dans Bonjour l'Égypte. Alors, merci à vous. On se retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Merci, Mara. Merci, Nawel. Au revoir et à la prochaine.